C'est un plaisir extraordinaire de vous retrouver tous. On commence par Serge. Comment vas-tu, mon ami Serge? Comment s'est passée cette semaine? Une très très bonne semaine, surtout que j'ai regardé la Ligue des champions de football, donc je suis très heureux. Les chiens boules, c'est terrible. Et puis quoi d'autre? Pas que ça, quand même. Ah oui, non, mais j'ai regardé ça, mais non, mais le reste, c'est habituel. Ton émission du samedi. Mon émission du samedi. Sur quelle radio? Radio Imagine. À quelle heure? Midi le samedi et le dimanche. Quelle longueur d'onde? 96.2, 105.6. Et c'est très intéressant. Il paraît. Ouais. Et monsieur Margeau, je n'ose pas lui demander ce qu'il a fait, parce que lui, il a un emploi du temps de chef d'État en campagne. J'attends d'être à la retraite comme Serge, pour pouvoir aller sur des petites radios tranquilles le samedi, pour contribuer au développement de ce culturel, de cet espace extraordinaire. C'est-à-dire que pour le moment, tu es sur les grandes chaînes. Non, pour l'instant, je travaille. Tu travailles, tu sors des buzz. On m'appelle, me dit attention, il dit c'est peut-être trompé, il faut que tu rectifies. Ça fait longtemps que je me trompe alors. Enfin, je suis en plein combat. Alors. Je suis en plein combat. Ça fait longtemps que je me trompe. Alors, on continue. Christian, Robert. Eh bien, moi, j'allais très bien jusqu'à ce matin. Pourquoi? Ce matin, j'ai regardé la télé, CNews ou bien le LCU, je ne sais plus quoi. Et puis, j'ai vu les statistiques en matière de contamination. Et puis, j'ai vu que la Martinique était le territoire le plus contaminé de France. Et ça m'emmerde. Pardon, ça m'embête. Ça m'embête parce que, voilà, pour moi, je pense, je vais peut-être très court, hein, mais c'est le signe d'une espèce d'indiscipline sociale qui m'affecte. Voilà. Voilà. Nadia, on va en revenir sur toi tout à l'heure, parce que je veux te parler d'autre chose, Christian. Nadia. Une gentille semaine, Gérard. Une semaine post-carnaval, avec effectivement les cas qui se sont plus que multipliés. Mais ce qui était, somme toute, pas surprenant du tout. Et puis, il y a quand même l'arrivée du nouveau vaccin, le Novavax. Et vu, a priori, généralement, les campagnes de vaccination, c'est post-épidémie, donc on pourrait se dire que le timing est parfait, mais on dirait que non. Donc, encore une gentille petite semaine avec des petites contrariétés, mais that's life. Quelle fille tranquille, agréable, quel rayon de lumière. Christian, revenons à un peu de lumière aussi, parce que tu veux nous parler de... Là, c'est ton coup de gueule, maintenant ton coup de cœur. Ah, heureusement qu'il y en a. Oui, il y en a. Effectivement, la dernière fois, nous avons parlé notamment des ronds-points, de la décoration des ronds-points, initiative que je trouve vraiment extrêmement intéressante, artistiquement, culturellement. Alors, on avait oublié, on n'avait peut-être pas les images du François. Voilà, ça y est. Ben, non, il n'y a pas les décorations. Il y a eu le François. Voilà, il y a eu des décorations. Ouais. C'est dommage qu'on n'ait pas pu avoir les images, mais c'était voilà, quand le François, il est là. Oui, mais c'est ça, mais ce n'est pas les décorations du carnaval. Ah oui. Voilà, bref. Et puis, les Trois-Îlets aussi, hein, nous sommes toujours charmés de voir effectivement qu'arriver aux Trois-Îlets, depuis plusieurs années d'ailleurs, il y a des décorations pour une ville touristique. Je pense que c'est une très bonne initiative. En plus, ce sont des œuvres qui sont intéressantes, hein, des sculptures qui sont intéressantes. Voilà, donc mon envie, c'est de passer ce message à tous les maires de la Martinique pour qu'on puisse mobiliser des élèves, des artistes, des éducateurs, pour pouvoir un petit peu enjoliver notre beau pays. C'est des appels d'offres restreints. C'est Eddy qui pourrait vous expliquer comment on fait ça, avec des concours, et puis arriver à embellir. Voilà, tout à fait. Ça aurait été bien. Bon, on a fait le tour des préliminaires. Et ben, on va passer à... Ah non, je vais vous faire un petit billet. Je vais vous faire un petit billet. Voilà, mon billet à contre-temps. Vous êtes prêts? Voilà. Ce billet à contre-temps m'a été inspiré par un entretien que j'ai eu avec Barbara Jean-Élie, dont nous présenterons bientôt, ce sera Daniel, le livre qui s'appelle Martinique libre, que je dois te passer, Eddy, pour que toi aussi tu en parles. Entretien au cours duquel nous avons parlé de beaucoup de choses, entre autres de la notion de démocratie, de liberté, de droits humains et par là même de la fonction et du rôle des élections, aussi des politiques de la mise en œuvre de ces différents concepts. Et on y vient. Certains penseront, et nous sommes de ceux-là, que le politique doit tout simplement assurer le bonheur, le confort, la sécurité des citoyens. Ce faisant, il ne s'agit pas d'agiter frénétiquement et à tout moment les oriflammes que sont, je vous les cite, vous les connaissez, les notions de république ou de démocratie, même de citoyenneté, sans oublier la notion la plus galvaudée de tout, ce qu'est la laïcité. À tout bout de champ, personne ne peut la définir, mais la laïcité. Si les politiques veulent retrouver quelque peu de crédibilité
auprès des citoyens et ne pas être élu à l'occasion des différents scrutins par une majorité qui se réduit comme peau de chagrin, c'est pas qu'il n'y a rien, à chaque élection, il leur faut réellement changer de braquet, changer de paradigme. Tout d'abord, que leur débat, on leur demande instamment, ne soit plus une confrontation permanente pour savoir qui a tort, qui a raison ou qui aura raison. La politique, ce n'est pas une guerre perpétuelle de 100 ans, s'il vous plaît. Pour imposer ses idées, sa conception de la marche des choses, et encore moins son idéologie. Les idéologies sont mortes, mes enfants. La politique, c'est réaliser sur tous les plans d'une société apaisée qui alors connaît moins de tensions, moins de divisions et moins de conflits. Dans cette démarche quasiment initiatique, le mot est lâché, l'élu doit en permanence se mesurer lui-même, confronter ses actions à la réalité telle qu'elle est et non pas telle que souhaitée. En parlant de tout cela, les mots qui me viennent à l'esprit sont négation des égos, humilité, compassion, disponibilité, gentillesse. Alors, même si cela sonne pour certains, et là je regarde Eddy, qui est le cynique de la bande, même si ça sonne excessivement dans ma bouche, bisous nounou. Et si l'on procède à l'inventaire des comportements, des actions des dirigeants, pas seulement politiques, mais au sein des entreprises, dans le cadre des institutions politiques, au sommet des différents États, on s'en rend compte que l'on est bien loin de cette simple exigence d'établir de bonnes relations humaines, le bonheur des êtres qui se trouvent sur cette terre. Je vous remercie de votre attention. Actualité. Bon, toujours le mauvais morceau, si ce n'est pas le coronavirus, c'est l'Ukraine, c'est les réfugiés, c'est la partie triste de la bouteille de la vie. On va commencer par un sujet, oui, l'actu. Le sort réservé aux réfugiés par les pays européens. Avec les réfugiés ukrainiens, les Européens retrouvent le sens de l'accueil. Le pitch est le suivant. L'UE a décidé d'appliquer pour la première fois une directive de 2001 accordant une protection temporaire aux personnes fuyant la guerre en Ukraine. Ils pourront séjourner durant au moins 1 an dans l'Union européenne, y travailler, accéder aux aides sociales et au logement, au système éducatif et aux soins médicaux, ce qui fait énormément plaisir à notre ami Eddy. Merci du passage de relais. Je vais me livrer à une petite digression, malgré tout. Et puis une petite provocation. Il y a juste un adjectif qui manque à cette directive 2001, c'est qu'il faut la réserver aux Blancs. Et c'est ça le problème. C'est que... Bam, d'entrée. C'est ça. Ben oui, sinon... ça voudrait dire qu'elle n'a jamais été appliquée en réalité, puisque des réfugiés... Et ils le disent que c'est la première fois qu'elle est appliquée. Ils te disent bien que c'est la première fois qu'elle est appliquée. Oui, mais moi je préfère souligner les raisons pour lesquelles elle n'a jamais été appliquée. Oui. Quand quelqu'un te dit c'est la première fois que c'est appliqué et qu'il te rappelle qu'on est en 2022, alors que la directive date de 2001, entre 2001 et 2022, il y a eu des conflits. Je pense. Pas mal de conflits. Je crois. Il y a eu pas mal de guerres, y compris en Europe. Parce qu'il y a des types qui disent l'Ukraine, c'est en Europe. Ben oui, mais la Géorgie, c'est bien en Europe, on est bien d'accord. 2014. Crimée. OK, 2014. La Crimée, qui faisait partie de l'Ukraine. Il y a eu des choses difficiles en Moldavie. Personne ne s'en rappelle. La Transnistrie, vous savez aussi, c'est la frontière est de la Moldavie qui s'est séparée de la Moldavie, comme l'Abkhazie s'est séparée de la Géorgie, soutenue par notre ami Poutine. Ouais, déjà. Voilà, puisque les Moldaves voulaient appartenir à l'Union européenne, et Poutine a dit non, autour de moi, au premier contact avec la Russie, je veux un certain nombre d'États qui me protègent de l'expansionnisme occidental. Bon, bref, revenons à notre directive de 2001. Comme tu l'as dit, comme moi je l'ai dit, à la suite de ce que tu viens d'indiquer, puisque avec une directive comme ça, vous pouvez rester. Alors, si vous êtes blanc, N'insiste pas trop. non, j'insiste, parce que non, j'insiste, parce qu'il ne faut pas non plus que on s'arrête de dire la vérité. On est là pour ça, non? Vous pourrez rester au moins 1 an dans l'Union européenne et vous pouvez avoir toutes sortes d'avantages comme travailler. Alors là, les Syriens, les Irakiens, les Soudanais, les Érythréens, les Afghans deviennent fous furieux.
mais ça laisse une porte ouverte, à mon avis, pour l'avenir, parce que là, vous ne pourrez plus appliquer ce régime discriminatoire qui consiste à dire, monsieur, vous ne pouvez pas bénéficier de la directive de 2001 parce que vous n'êtes pas blanc. C'est fini. Donc, j'insiste à nouveau sur le fait que c'était pour les blancs et que désormais, pour l'avenir, ce sera pour tout le monde. Et ça, c'est fondamental. Donc, rappelons aux Saint-Luciens, on ne sait jamais si la Martinique attaque Sainte-Lucie et que les Saint-Luciens veulent se réfugier en Union européenne. Ils pourront travailler, accéder aux aides sociales, au logement, au système éducatif et aux soins médicaux gracieusement. C'est ça qui est fantastique. Tu veux nous expliquer la nuance qu'il y a entre réfugiés politiques et puis émigrés économiques qu'ils font pour faire cette discrimination? Oui, en fait, l'idée, c'est les deux termes, c'est réfugié, ça c'est quand vous êtes blanc, et migrant, c'est quand vous n'êtes pas blanc. En fait. Non, mais c'est ça, mais c'est très important. C'est très important parce que des pays qui sont à l'origine de la civilisation occidentale, quand même. La Grèce, bien sûr, c'est le fondement, on est bien d'accord. L'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Pologne, la Hongrie, ces pays affirment de manière forte, à la fois à travers des décisions politiques, des décisions administratives, mais aussi un discours politique, qu'ils font bien la différence entre un réfugié blanc, donc un Ukrainien par exemple, mais bientôt ça va être un Moldave. Mais d'un Afghan ou d'un migrant, de migrant économique. Oui. De migrant, il ne parle pas de couleur, oui. De migrant. Ça c'est le prétexte. Ça c'est le prétexte. Et bien évidemment. Mais dans la pratique, un Afghan ou un Irakien, ils ont refusé l'application de ces directives, de cet article 21. Bien sûr, mais non mais ça t'a donné raison alors. Ouais, je ne sais même pas d'avoir raison. C'est ça l'idée, c'est que ces pays, les fondements idéologiques dans ces pays sont tellement racistes qu'on en arrive même à ce que l'infrastructure judiciaire dérape. Ben, je vous le donne en mille. Il y a un tribunal administratif de Bordeaux qui vient de condamner un Ukrainien blanc qui venait de débarquer 4 jours après l'invasion russe à Bordeaux, condamné à retourner en Ukraine parce qu'il ne présentait aucun document prouvant qu'il serait en danger dans son pays. Formidable. La préfecture, heureusement, la préfecture de Bordeaux a dit qu'elle n'appliquera jamais cette décision. Voilà où on en est. Tu vois le summum de l'inconstance, de la folie des hommes. Parle-moi de l'exode des étudiants africains qui essaient de quitter l'Ukraine, ils sont nombreux, les Nigériens. Non, mais eux, ils n'ont rien compris. Enfin. On leur a dit, les mecs, c'est des Blancs qui doivent venir. Pourquoi vous voulez quitter l'Ukraine? Vous êtes noirs. OK? Donc, non, pourquoi être venu d'abord? Déjà, alors, venu, c'est bien évidemment un business. Leur gouvernement finance leurs études. Ouais. Tu te rappelles qu'une bonne partie des Martiniquais, dont les familles étaient communistes, allaient faire des études en Russie, en fait, dans l'Union soviétique. Ouais. Dans l'Union soviétique. Et l'Ukraine avait une spécialité d'accueillir. Les Ukrainiens, c'est le fer de lance de l'URSS à l'époque. Hein. On est bien d'accord. C'est quand même eux qui faisaient les avions, c'est eux qui faisaient les MiG. Enfin, les Ukrainiens, c'était, on va dire, les plus intelligents de l'élite. C'était l'élite. Bon, voilà, pour résumer. Donc, l'Ukraine a gardé cette spécialité d'éducation, de formation des élites du tiers-monde, et donc beaucoup de pays africains continuaient à financer les études en Ukraine. Et puis là, avec la guerre, bien évidemment, tout le processus s'est arrêté. Et ce sont des gens qui tiennent à leur vie, comme nous tous, et ont tenté de fuir. Ces étudiants, pour la plupart, ont tenté de fuir et se sont vus arrêtés aux frontières, dans un premier temps à la frontière polonaise, d'abord par des gardes frontières ukrainiens qui voulaient donner la priorité aux Blancs, aux Ukrainiens blancs. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'Ukrainiens noirs, contrairement à ce qu'on croit. Parce qu'une partie de ces étudiants, devant la pauvreté de leur pays d'origine, ont demandé et puis la nationalité. Et puis, comme vous le savez, il y a beaucoup de footballeurs brésiliens notamment,
qui ont demandé la nationalité ukrainienne, parce que bon, revenir au Brésil pour toucher des clopinettes, alors qu'ils sont très très bien dans plusieurs clubs de foot, extrêmement efficaces sur le plan. Ça me permettra de passer la balle à mon voisin. Mais pendant que tu parles, on a des images de ces étudiants. Ouais. Il n'avait rien demandé au bon Dieu et qui se trouvent là parce qu'on leur a dit que c'est bien et qui essaient de... Bon, ça s'est calmé très vite. Oui. Ça s'est calmé très vite puisque, bon, un certain nombre de pays africains ont protesté de manière forte, sont montés au créneau. Mais bon, la réalité, c'est que Biden a pris son téléphone, Macron a pris son téléphone en disant, bon, les mecs, vous êtes bien gentils, on veut bien vous envoyer des armes, mais ne nous ridiculisez pas avec vos trucs racistes. Parce que tous ces pays-là, la Pologne et tout ça, il faut le rappeler, c'est l'Europe. C'est l'Union européenne. L'Union européenne. Tout à fait. Voilà. Et ce type d'attitude dans l'Union européenne, enfin, ce type d'attitude visible au monde entier, parce que toutes les télévisions sont là-bas, Ça ne le fait pas. ça ne le fait pas. Ça le fait moins. Un bateau avec 300 migrants haïtiens échoué sur une plage de Floride. C'est surtout calmons-nous. Surtout la photo que j'aimerais voir de ces 300 haïtiens sur un bateau. Avec le bateau penché. Le bateau qui tangue. Ça, c'est une catastrophe. Il faut regarder ça un petit peu. Et que tu sors de Pétionville, tu sors de Jacmel, tu sors de tout ça. Et puis tu t'embarques là, comme ça. Là, Ça s'appelle un canter. Oui. Il y en a qui ne savent pas nager peut-être et tout. Alors naturellement, le bateau a échoué en Floride, etc. La veille ou l'avant-veille, il y en avait aussi avec 150, ça c'est un autre qui aux Bermudes, en face des Bermudes a échoué. Donc ce qui veut dire que les petits garçons que vous voyez, parce qu'ils sont tous jeunes, il y en a qui ont 17 ans, 18 ans, il y en a qui ne sont même pas majeurs et qui essaient de trouver un travail ici, ce sont des héros. Ouais. Et sur tous les chantiers, partout, maintenant je vous le dis, tout le monde le sait, donc je ne trahis pas ce secret de Polichinelle, ce sont les Haïtiens qui font les murs, c'est les Haïtiens qui battent le béton, c'est les Haïtiens qui travaillent dans ce pays-là. Les voilà quand ils ont été repêchés. Alors le drame de ces garçons-là, c'est que contrairement à la France, on peut dire du bien de la France, non, ça vous a de temps en temps. Non. Alors, de temps en temps quand même. Là, Haïtien dit blanc. Lorsque un immigré arrive ici, il demande tout de suite le statut de réfugié politique. Ça prend un tas de temps. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est à cause des carences administratives? Je crois que si réellement il voulait accélérer le processus, il le ferait. Et que grosso modo, avec les différents recours auprès des juridictions spécialisées qui existent, ils peuvent rester ici 2 ans, 3 ans. S'ils sont intelligents, ils peuvent accumuler un petit pécule et puis repartir. C'est une forme de solidarité. Et entre-temps, sauf les entreprises, quand on coince à la Croix-Mission et autres, quand ils les ramassent, quand ils viennent des terres civiles, mais pour les particuliers et autres, ils peuvent travailler et gagner leur vie. Bon, moi, je trouve ça très, très chouette. Très bien, c'est non-respect de la loi. Tandis que là, tu n'as pas ajouté, alors qu'aux États-Unis, on les met en prison. Alors qu'aux États-Unis, on les renvoie sans qu'ils aient la possibilité de demander un quelconque statut, aucune aide, rien du tout. Voilà, ces choses gaies de la vie. La suite du sujet, c'est toujours la guerre en Ukraine, nous. Des conséquences probables sont redoutées en Martinique. Qui c'est qui doit s'y coller? C'est Nadia. Alors, le pitch, c'est qu'il est utile de s'interroger, mais il n'y a pas beaucoup de choses à dire, sur les répercussions d'une guerre en Europe jusqu'à nous. Fred Reynaud, professeur de sciences politiques à l'Université des Antilles, a répondu aux questions d'une journaliste de France Antilles, mais il répond pour ça, parce qu'en réalité, je te laisse parler. Enfin, il nous a su te rappeler un certain nombre de choses qui étaient finalement assez évidentes. On aime bien désigner la France en disant la métropole. Pour rappel, la Martinique, c'est la France. C'est la France, tranquillement. Ouais. Voilà, c'est la France. Donc, si d'aventure la France entre en guerre, la Martinique sera en guerre de fait. Et puis, un autre petit rappel géographique. La Martinique est dans la Caraïbe. Et dans la Caraïbe, il y a de nombreuses îles. Et dans les grandes Antilles, il y a notamment Cuba, faut-il le rappeler, Cuba qui est, alors pas un vassal, je ne pense pas que les Cubains apprécieraient, puis c'est pas exact, mais un partenaire historique très proche de la Grande Russie, et que malgré le changement de régime, même si les États-Unis viennent d'ouvrir une ambassade à Cuba, qui montre bien le dégel des relations, la Caraïbe aussi est concernée par ce qui se passe dans le monde. Et donc, faut-il avoir peur? Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, on est concerné au premier rang. Oui, dans l'éventualité d'une déflagration mondiale. Enfin, que le conflit... En gros, ce qui se passe, c'est qu'on se dise les choses. Le conflit armé, il a commencé sur le territoire européen. Et c'est
C'est ça qui met un petit peu le feu aux poudres et qui fait que, pour une fois, les 27, ils parlent d'une voix unie et qu'ils prennent position de façon forte et affirmée. Jusqu'à présent, on les trouvait très mous, très complaisants, etc. Là, ils ont le spectre, la raison pour laquelle il y a la communauté européenne, le spectre de la guerre physique réelle sur leur territoire et leur territoire géographique et pas leur territoire économique, c'est ça qui fait un petit peu bouger les choses et qui change la donne. Qui change la donne. Mon cher ami Eddy, il veut dire quelque chose? Oui, je pense davantage aux répercussions économiques. J'étais avec un carreleur qui me disait que l'une des composantes de fabrication du carrelage, les deux plus gros producteurs de carrelage en Europe, c'est l'Italie, vous le savez, traditionnellement, et l'Espagne. Et l'une des matières premières vient d'Ukraine. Donc il n'y a plus de matières premières. Et déjà en Martinique, là, il y a une rupture de il y a non seulement des ruptures de stock, mais il y a une explosion du coût de la matière finale, qui est le carrelage, notamment sur les grandes dimensions. Voilà comment on peut être impacté. Mais il n'y a pas que le carrelage. Entre autres. L'explosion des prix. Ah, tout à fait. Ouais. Nous sommes en guerre. On est en guerre. On continue la guerre. L'Ukraine a saisi la Cour internationale de justice, la CIG, lui demandant d'appeler immédiatement la Russie à stopper toute action militaire pour violation de la Convention sur le génocide et elle réclame des mesures immédiates. Et puis ensuite, qu'elle juge sur le fond. Mais tu développes ça, c'est... Oui, eh bien, ça m'a permis de réviser le droit international. Cette Cour internationale de justice CIG date de 1945. Oui. On n'entend pas beaucoup parler, mais bon, elle a été instituée par la Charte des Nations Unies et habite à La Haye, enfin, réside à La Haye, c'est aux Pays-Bas. C'est le principal organe judiciaire de l'ONU, ceci pour expliquer. Alors, à quoi ça sert? Alors, je cite, de régler en application des traités internationaux les litiges que les États peuvent avoir entre eux. Les États. Les États. C'est ça le mot. C'est important. Les États. Donc, ça traite de différents frontaliers, d'incidents aériens, de problèmes de coopération judiciaire, ce genre de choses. Il faut ajouter que sa compétence en matière contentieuse est facultative. C'est ce qui veut dire qu'elle nécessite l'accord des États qui sont en litige. Voilà. Donc, la CIG est plutôt limitée. C'est le cas, là, entre l'Ukraine? Oui, c'est le cas. D'accord. Pour info, l'Ukraine a déjà saisi 2 fois la CIG depuis 2014. Moscou a accusé, entre autres, de violation de la Convention de la discrimination raciale, etc. Et les 2 affaires portées par l'Ukraine sont en cours depuis 2014. Alors, ce serait surprenant. Attends, le terme est faible. C'est avec des premiers résultats quand même, parce qu'il y avait une audience préliminaire. En fait, la CIG puisse condamner dans un temps si court l'offensive actuelle. Bon, je continue. Mais parallèlement, la Cour pénale internationale, donc pour répondre à ce que tu dis, donc la CPI, est chargée de juger les personnes accusées notamment de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, d'agression, de crimes d'agression, etc. C'est plus les États, ce sont les personnes. Et là, ce sont les personnes. Alors, la compétence de la Cour internationale, pénale internationale, n'est pas rétroactive. C'est intéressant parce que ça a été institué en 2001. Donc, tout ce que avant, a été fait avant, allez, bon, ça n'a aucune espèce d'importance. Donc, je ne citerai rien pour n'embêter personne. Et donc, le procureur de la CPI, un certain Karim Khan, a annoncé, c'est ce que allait dire Gérard, l'ouverture d'une enquête. Et là, le monsieur, il cherche à faire vite. Il fait vite parce qu'il avait fait un premier examen préliminaire, déjà, Ukraine-Russie, qu'il a bouclé vers novembre-décembre, je crois, par là, et il conclut que des crimes ont été commis à l'est de l'Ukraine, en Crimée, avant la chute de l'ex-président dont nous avions parlé la semaine dernière, c'est-à-dire Viktor Yanukovych, qui autrement dit, dans les procédures qui sont pendantes, qui ont été ouvertes avant celle dont tu parles maintenant. Voilà. Ok. Et donc, il veut ajouter, le monsieur Khan, tous les nouveaux crimes présumés. J'ai eu une discussion à ce propos pour savoir si c'est ça veut dire
qu'ils vont faire des crimes, ou bien s'ils disent il y a peut-être eu des crimes qui ont eu lieu, je ne sais pas. C'est peut-être des Les crimes qui ont eu lieu. nouveaux crimes présumés, mais on va pas fond en droit. Alors, je dis, mais il n'a pas de moyens, le malheureux. Il lui manque de moyens pour investiguer. Absolument. Donc, je disais que la CIG est limitée, et bon, la Cour pénale internationale est, comment ils ont dit dans le truc, elle est lente. Elle est lente. Alors, maintenant, on a parlé de crimes contre l'humanité, de crimes. Et génocide. le problème, c'est qu'il n'y a pas de définition officielle. Il n'y a pas de définition officielle de crime de guerre, par exemple. Donc, il faut aller dans le statut de Rome et on trouve des définitions, mais c'est vague. On dit, s'il y a une déportation, s'il y a la torture, du viol, etc., ça, c'est des crimes. Et le crime contre l'humanité, vous allez me dire, mais il est commis, paraît-il, dans le cadre d'une attaque généralisée, systématiquement visant des civils. Alors, vous avez tout ça. Voilà, donc c'est M. Gaffin. Alors, la question, c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que Vladimir Poutine pourra être poursuivi? C'est tout ce qui doit intéresser. Alors, j'ai cherché. On dit très clairement, tout individu qui a commis un crime de guerre ou un crime contre l'humanité peut être jugé par la CPI. Seuls, alors c'est très intéressant, seuls les ressortissants d'un État ayant accepté la compétence de la Cour pénale internationale ou ayant commis des crimes dans un pays signataire peuvent être jugés par la dite CPI. C'est ça. Or, Or, premièrement, la Russie n'a jamais ratifié le statut de Rome et elle a retiré sa signature en 2016. Et l'Ukraine? Nous parlons ça. Deuxièmement, il a des bonnes questions. L'Ukraine n'a pas ratifié non plus La CPI. ce traité La Convention. de la CPI. Donc, Vladimir ne pourra étant donné que la Russie n'a jamais ratifié le statut de Rome, ils ne pourront pas être arrêtés sur le sol russe sans l'accord de l'État russe. Ça se voit pas comme. Comme on dit, bœuf bétier en russe, si quelqu'un sait, vous traduisez. En russe. En russe, j'ai dit. Bœuf bétier mais en russe. Ce qui veut dire en conclusion que la CPI, comme tu l'as dit, elle est lente. La Cour internationale de justice, N'est pas elle est compétente. limitée. Et la Cour européenne des droits de l'homme, est-ce qu'elle peut. Il n'y a pas plus confiance. Elle va essayer, mais bon, la semaine dernière, nous avons parlé de l'attitude des Européens qui gesticulent, et tout, mais qui à la sortie. Alors, si on regarde bien, donc, attends, soyons fonctionnels. Ce qu'on veut, c'est que tout ça s'arrête et qu'ils quittent l'Ukraine. Bon, ils ne vont jamais y parvenir. Les tribunaux ne vont jamais y parvenir. Les tribunaux n'empêchent pas la délinquance, la Sainte-Thérèse, depuis. C'est pas un tribunal international qui ne rien. Mais par contre, ce qui est intéressant, je pense, symbolique, c'est que s'il y a ces condamnations, ce sont des pierres blanches ou noires qui seraient, selon la façon dont on voit les couleurs, qui seront des traits qui seront tirés sur les actions et que la communauté internationale ne pourra pas dire ergoter pour justifier l'intervention malheureuse de notre ami Vladimir. La question, c'est la même qui revient à chaque fois. Est-ce que tout ça est vrai? Est-ce que ça servira à quelque chose? On parlait des problèmes de SWIFT la semaine dernière. J'ai vu un monsieur qui s'appelle Charles Gave, qui est un financier de très haut niveau, qui a même prêté 300 000 euros à Zemmour. Donc, vous voyez, c'est un monsieur qui a plein d'argent, qui démontre dans une vidéo comment les SWIFT continuent, parce que c'est un jeu de cascade. Il y a encore des c'est pas la France paie pas la Russie, mais c'est une société qui paie une autre société en quelque part, qui paie une autre société, qui achète le gaz ou qui achète le pétrole. Donc, si on supprime la SWIFT pour les banques, c'est tout le système qui coule. C'est pas la Russie qui coule, c'est tout le système qui coule. Alors, si les gens sont curieux, Charles Gave, sur YouTube, c'est assez intéressant. En tous les cas, livraison d'armes, budget militaire, sanctions, essayons de voir comment l'Union européenne a quand même, elle a commencé à aborder le problème, a pris un visage historique. Christian. Ben, écoutez, c'est vrai qu'on a souvent caractérisé l'Europe, considéré l'Europe comme faible, puisque bon, elle n'a pas pu peser véritablement. On voit les difficultés d'unité de l'Europe, de politique commune, d'armée commune. Mais il n'en demeure pas moins qu'il semble déjà que depuis 2014, l'Europe a eu des pratiques vis-à-vis de la Russie, par rapport à la Crimée notamment, par rapport à la Syrie. Il y a eu effectivement un certain nombre de dispositions, de mesures qui ont été prises vis-à-vis de la Russie.
Aujourd'hui, l'Europe a déjà débloqué 450 millions. Ils ne se sont pas affrontés directement à la Russie, mais ils ont apparemment aidé l'Ukraine en versant déjà cette contribution. Aujourd'hui, j'ai même entendu qu'ils ont 500 millions en plus qu'ils veulent mettre à la disposition de l'Ukraine. Et en fait, on s'accorde à dire que c'est un changement de doctrine, parce qu'en Europe, on n'avait jamais vu cela. Par exemple, il se trouve également que l'Allemagne, qui depuis la guerre 39-45 avait été presque démilitarisée, on peut considérer cela comme ça, aujourd'hui, l'Allemagne accepte de fournir des armes à l'Ukraine. Et en fait, ils s'engagent comme ils ne se sont jamais engagés depuis plus de 50 ans. C'est aussi le cas de la Suède. La Suède, qui sont des pays neutralistes, comme la Suisse également, qui se sont mobilisés et qui contribuent aujourd'hui à une solidarité avec l'Ukraine. Alors c'est vrai que le président de l'Ukraine, il demande qu'il y ait des avions américains, des avions européens et tout, mais on sait bien que on voit la prudence de l'Occident pour éviter ces escalades, parce que Poutine de l'autre côté, il fait peur. Donc c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a quand même une riposte européenne. Aujourd'hui, ils sont encore réunis à Versailles, les 27 sont mobilisés. Mais ce n'est peut-être pas simple, on n'est pas à leur place. Mais en tout cas, l'idée de Macron, entre autres de l'armée européenne, c'est quand même une idée qui fait son chemin. Et on verra dans les années à venir qu'est-ce qu'il en adviendra. Un commentaire. Je trouve ça normal. Parce que les Européens ont compris que l'histoire était implacable. Il y avait les royaumes chinois, ils ont disparu. Il y avait les pharaons, ils ont disparu. Il y avait les royaumes maliens, ils ont disparu. Il y avait les Aztèques, les Incas, l'Empire romain, Napoléon, Hitler, ils ont tous disparu. Ah ouais, tu nous fais de la peine. Hein. Non, l'Occident est en train de disparaître. Et les gens qui traitent Poutine de fou n'ont rien compris. C'est un gars, il me fait peur parce qu'il est redoutablement programmé. Et il a programmé la destruction de l'Occident, mais pas la Russie contre tout le monde. C'est le reste du monde contre l'Europe et les États-Unis. Et vous allez voir que ce n'est pas par hasard que des pays africains d'Amérique du Sud ou d'Asie du Sud-Est n'ont pas pris part au vote de l'ONU. Ce n'est pas par hasard. Et la Chine, l'Inde, la Russie et puis tous les autres derrière, je comprends l'inquiétude des Européens. Puisse-t-il comprendre? Je comprends leur inquiétude. On va passer ça fait peur, on a dit, mais bon. On va passer à un petit problème local. C'est la situation du service de radiologie, et plus précisément comme support de notre travail, une lettre du docteur Morillon adressée à ses collègues. Alors, pourquoi je veux qu'il traite cette question? Parce qu'il y a une vision assez réaliste et assez dure, assez acerbe de nos réalités locales, qui font que, à l'occasion d'une de ces déclarations à laquelle je m'associe, mais totalement sur les vaccins, il y a eu un véritable image au bashing. Je lui ai demandé, ça recommence en fait. Je lui ai dit, c'était bien. Je lui ai dit, viens à la maison de la tolérance, à la maison de l'intelligence, viens à Zitata, et puis, alors, c'est la première occasion. Tu as toute liberté. Tu ne seras pas dénoncé par le président de la chaîne. Tu ne seras pas désavoué. Vas-y, roule, ma poule. Bon, monsieur le docteur Morillon dit en substance que son service ou le service de radiologie du CHUB ne peut pas fonctionner parce qu'il est confronté à une guérilla, appelons ça comme ça, du personnel qui a pris un nombre assez impressionnant de congés maladie, et le docteur Morillon semble indiquer que ces congés maladie sont suspects. Okay. Bon, serait de complaisance. Ce n'est pas une opinion personnelle. Jusqu'à là, c'est lui. Je confirme. On a la lettre sous les yeux. Jusqu'à là, c'est lui. Morillon dit, c'est Messieurs qu'a vous fait, je traduis, parce qu'en réalité, ils veulent bloquer le système. Il est clair que si tu ne peux pas faire de radio d'un type qui vient de se fracasser sur l'autoroute, il est mort. Ouais. Bon. Donc, tu ne peux pas intervenir en termes de chirurgie, tu ne sais pas ce qu'il faut réparer, tu ne peux pas le plâtrer, il n'y a pas de radio possible. Et les radios sont rendues impossibles par le nombre trop élevé d'absents. Okay, et lui, il fait une analyse en disant que ces absences participent à cette volonté
de blocage du système lié à la vaccination des soignants, puisque, vous le savez, une partie importante des soignants ne voulait pas se faire vacciner. Il reste à peu près quelques centaines de soignants sur les milliers qui existent, qui sont toujours pas vaccinés. Mais j'aimerais élargir l'analyse au service d'anatomopathologie. Là aussi, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est un service qui analyse des prélèvements biologiques, tout ce qui est cellules, tissus, organes. Donc là, il n'y a pas de médecin qui a pris sa plume pour écrire, mais tout le monde sait que ce service-là aussi est bloqué, là également par les mêmes problématiques. Et donc, l'idée, c'est de dire, est-ce que c'est volontaire et quelles sont les conséquences? Bon, volontaire, joker. Chat échaudé. Joker. Non, je vais vous donner mon opinion après. Volontaire, joker, moi, ça ne m'intéresse pas. Conséquences, là, ça m'intéresse. S'il n'y a pas d'analyse des cellules, des tissus et des organes, vous ne savez pas à quel niveau de dangerosité est votre cancer potentiel. Donc, vous allez mourir. C'est ce qu'on appelle, en fait, une perte de chance. Donc, pareil pour celui qui a fait un accident sur la route ou un accident domestique qui est tombé de son échelle et qui se tord de douleur parce qu'il semblerait bien qu'il ait son fémur brisé, etc. etc. Donc, joker pour la première question, oui, conséquences dramatiques pour la seconde. Mais en réalité, derrière tout ça, il y a des choix stratégiques. Et les choix stratégiques pour nous sont les suivants. Donc je vais revenir un peu sur la polémique, mais en quelques secondes. Il y a plusieurs études qui indiquent que les vaccinés correspondent à une sociotypologie particulière et les non-vaccinés à une autre, à l'inverse, quoi. En clair, je résume, plus tu es riche, plus tu es éduqué, plus tu es ouvert au monde, plus tu es vacciné, plus tu as subi la discrimination, plus tu es en bas de l'échelle sociale, moins tu es vacciné. Mais ça ne veut pas dire que dans le ou l'autre camp, il n'y ait pas des exceptions. Bon. Et ce que je disais à l'époque, c'est que dans la stratégie de lutte contre la vaccination, un certain nombre d'individus profitaient de la fragilité intellectuelle, économique, sociale de la partie non vaccinée pour lui fourrer dans la tête un certain nombre de bêtises. Bon, voilà. Alors ça m'a valu toutes sortes de choses, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est laissons de côté les gens qui sont concernés par l'épidémie. Alors, quand je dis laissons de côté, on aura du mal aujourd'hui, hein, parce qu'il y a 170 000 personnes qui ont officiellement eu le Covid. Alors, quand vous avez 170 000 personnes sur 360 000, on est bien d'accord que c'est la moitié de la population. Et quand on rajoute, alors il y a superposition, mais bon, c'est pas les mêmes gens. Quand on rajoute ceux qui sont vaccinés, ça fait quand même 250 000 personnes au total. Donc 250 000 sur 360 000, on peut considérer que la très grande majorité de la population martiniquaise a eu une expérience avec le Covid. OK ? Donc, mais ces gens, ils ont autre chose comme maladie. Or, bloquer un système hospitalier, c'est bloquer sa propre famille, soi-même, ses amis, ses parents, et faire en sorte que le taux de mortalité en Martinique progresse. Alors là, j'ai fait mes petits calculs. Vous avez vu qu'il a doublé par rapport à une année normale sur le Covid, uniquement. On est à plus de 50% de morts à cause du Covid. Et là, les chiffres, personne ne pourra les contester. Mais on a oublié de prendre en compte les gens qui sont morts, non pas à cause du Covid, mais à cause de l'ensemble des carences du système qui existaient avant le Covid. Ouais, donc les pertes de chance ont été multipliées par 2. Donc en clair, on va avoir non pas une augmentation de 50% du nombre de morts, c'est-à-dire que 50% du nombre de morts, on va passer de 3 000 à 4 500 morts. Mais un doublement. On va passer de 3 000 à 6 000 morts. 3 000 morts de plus en Martinique, ça correspond à 500 000 morts au niveau national. Et en France, écoutez bien,
chaque année, il y a 600 000 morts. Tu imagines le choc pour nous? Alors, il y a des gens qui hurlaient de désespoir quand il y avait 150 Martiniquais qui étaient morts dans un avion. Je n'entends pas beaucoup de gens pleurer de désespoir parce qu'il y a 3000 personnes qui sont mortes en plus. C'est la raison pour laquelle la direction va saisir le procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale qui stipule que tout citoyen doit alerter les autorités lorsqu'il suspecte un crime ou un délit dont il a connaissance dans l'exercice de son métier, dans son boulot, en raison de la mise en danger de la vie d'autrui que constitue la mise en retrait illégitime de l'activité professionnelle. On passe d'art parce qu'on a mangé beaucoup de temps pour ces sujets très importants. On passe à la charte constitutive du collectif du 8 janvier 2002 et je me rends compte qu'on aurait dû peut-être avoir déjà fait un petit jingle société. Il n'est pas trop tard, on le fait maintenant. Allez. Et pour ce faire, on passe la parole à Serge. Oh, tu nous donnes bref, hein, parce que oui, ça ira plus vite que tout à l'heure. Ouais. Parce qu'on oublie vite, mais rappelez-vous, la Guadeloupe et aussi la Martinique ont vécu, donc la Guadeloupe a vécu ou vit une grave crise avec des excès de violence qui font peur ou qui ont fait peur. D'où il y a une pétition qui a été lancée le 18 décembre dernier par des Guadeloupéens qui dénonçaient des violences graves et répétées à l'encontre des biens et des personnes, notamment au CHU de Pointe-à-Pitre. 7500 signatures, ce qui semble-t-il dans nos contrées, c'est remarquable. Le 8 janvier, donc environ un mois après, les mêmes pétitionnaires étaient invités à un rassemblement au Memorial Act, le fameux Memorial Act. Ils étaient 600, ce qui est là aussi un chiffre assez remarquable par ces temps-ci, toujours pour dénoncer le climat de terreur imposé notamment par les organisations dites syndicales. Alors, ce sont les initiateurs de cette pétition et de ce rassemblement qui se retrouvent dans ce nouveau collectif guadeloupéen qui s'appelle Guadeloupe, éthique et démocratie. Donc, il s'agit donc de citoyens, de citoyennes qui souhaitent un avenir commun, pacifié, pour des Guadeloupéens de toute origine. Ça me rappelle plein de choses. Alors, il se dit strictement apolitique et respectueux des différences, religions, philosophiques, politiques, respect des droits humains, etc. Alors, quels sont les buts ? Premièrement, contribuer à la refondation de l'espace public en Guadeloupe, notamment supprimer l'anonymat des débats sur les réseaux sociaux. Bonne chance, les amis. Je vais appeler Zuckerberg, mais je ne garantis rien du tout. Ouais. Deuxièmement, tout faire pour promouvoir la paix civile en Guadeloupe. Les signataires réclament une éthique syndicale. Bon courage, les gars. Bon, voilà, je suis admiratif. Troisièmement, promouvoir l'éthique, la solidarité et l'humanisme dans la vie sociale et politique. Ah, là, quand même, ils ont un support. Là, ça me fait plaisir parce qu'ils citent Édouard Glissant, agis dans ton lieu, pense avec le monde. Et là, nous aimons ça belle, donc je répète, agis dans ton lieu et pense avec le monde. Ils veulent créer aussi un laboratoire d'idées. Je dirais un think tank, mais moi j'appelle ça un laboratoire d'idées. Alors leur avenir, rapidement, c'est créer une association de loi 1901, intervenir dans le débat public, donner leur point de vue, respecter la liberté d'expression de chaque membre de l'association. N'importe quel Guadeloupéen peut y adhérer. Alors, parmi les signataires, peut-être que vous connaissez des gens, j'ai repéré Tony Albina, qui est un enseignant qui avait créé un autre collectif qui s'appelait Nous Bon et Bissa. Ouais. Il y a également David Dahomey, qu'on ne présente plus, qui est cadre territorial et qui a même un blog sur Mediapart, pour ceux que ça existe. Il y a une dame, sauf erreur, qui travaille au rectorat dans l'équipe pédagogique qui était sur le Mémorial Accès, Sonia Derieux-Rennes, qui est une historienne. Il y avait qui encore? Je ne savais pas qu'ils avaient une chanteuse d'art lyrique, Carole Venutolo. Nous, on a dit Falco, dans la Guadeloupe, à Carole Venutolo. Il y a Pierre-Inette aussi. Il y a Béatrice Ibéné. Oui. Ibéné, qui est un nom très connu en Guadeloupe, qui est vétérinaire naturaliste. Et puis, il y a même un avocat, un de tes confrères, Jean-Marc Ferli, qui est en Guadeloupe. J'insiste, Pierre-Inette, qui est le frère de Michel. Oui, il y a aussi. Moi, ma question... à quand Martinique, éthique et démocratie?
Je suis jaloux de nature. Non, mais on a un peu l'équivalent, et je sais que tu ne fais pas la moue lorsqu'on en parle, c'est tous créole, mais enfin, il y a eu un tel bashing, et ça sera l'objet d'une autre affaire. Où militent encore les plus courageux, ceux qui acceptent de prendre des coups pour la... Tous créoles que je fréquente volontiers. Enfin, c'est un courageux. Ouais. Nadia, 2 minutes vraiment sur les Outre-mer au cœur de la stratégie nationale. C'est bien toi, oui, qui traite ça? Maritime. Maritime. J'attendais le mot magique. De l'eau. Oui. Alors, les Outre-mer, enfin, c'est presque logique. On se demande, mais pourquoi parler de ça? Puisque lorsque la France est le deuxième pays avec, en termes de surface maritime et de pouvoir maritime, tout simplement par les Outre-mer. Donc les Outre-mer, on se focalise, donc on se parle de la France et on regarde les différents endroits. Donc aussi bien dans la Caraïbe que dans l'espace Indo-Pacifique, où il y a quand même la majorité de la population, l'un des milliardaires, la Chine, etc. Et puis plus loin, l'Australie. Et l'idée, c'est que ces zones qui sont... Alors on précise que c'est le rapport du Sénat. Oui, okay. mais tout ça vient le constat est lequel, c'est qu'il n'y a pas véritablement de moyens. Oui. Donc, s'il n'y a pas les moyens, quelque part, ça traduit un manque de politique réelle de faire de cet espace énorme que sont les océans, qui constituent les océans, et sur lesquels donc la France a un véritable légitimité. Et une responsabilité. Grâce aux Outre-mer. Oui. Mais c'est aussi un enjeu économique. C'est aussi un enjeu économique dans la mesure où aussi bien tous les trafics, quand je dis trafic, je veux dire circulation de biens sont essentiels, quoi. Et j'ai un petit point, enfin, on va parler forcément du trafic de narcotrafic. Le narcotrafic, merci Gérard. Mais je pense à un petit point auquel je n'avais pas pensé, c'est les câbles sous-marins. On est tous contents d'avoir des terras, d'avoir beaucoup de choses technologiques, mais tout ça est rendu possible par des câbles sous-marins, quelque chose qui est complètement invisible, des câbles sous-marins qui alimentent, qui sont les autoroutes du virtuel. Et ils sont piratés, eux aussi. Ils sont piratés alors qu'il n'y a pas les moyens, donc les patrouilles, les moyens physiques. De les protéger. Donc, et puis aussi la biodiversité, on n'arrête pas d'en parler, parce qu'il y a la surpêche, il y a la surpêche. Voilà, donc c'est vraiment, la mer, c'est un espace qui doit vraiment se trouver un vrai sujet. Voilà. Alors, outre les moyens techniques, augmenter l'équipement, oui, le matériel et tout, ils prônent, bon, c'est pas la peine de gloser ils prônent, et c'est la logique, de laisser aux différentes L'idée, c'est de changer entités, un petit peu de position, et non pas quelque chose qui sort de l'État et qui disent il faut faire telle chose, mais viennent du terrain. Donc les Outre-mer, l'idée c'est que les Outre-mer s'approprient leur propre espace, et avec quand même, c'est aller en vertueux, mais c'est quand même essentiel, c'est bien l'éducation, donc des formations sur ces sujets de la mer. 30 secondes, M. Marageux, et puis on passe à... Oui, non, c'est intéressant parce que quand Nadia finit par cet élément de réappropriation, nos hommes politiques, nos femmes politiques devraient dire la Martinique ne fait pas 1100 km², mais la Martinique fait 45 000 km². Concrètement. Et avec la zone économique. Avec la zone économique exclusive, qui est d'une richesse extraordinaire. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la carte des richesses, mais dans la zone Caraïbe, à proximité de nos côtes, on a des richesses extraordinaires, dont le sable. Alfred Marie, j'en avais demandé au BRGM de faire une étude qui a été évidemment mise dans un tiroir. Et nous avons à l'est de Macouba, Grand-Rivière, une des plus grandes réserves mondiales de sable fin blanc. Évidemment, tout le monde s'en foutait. Il a placé Grand-Rivière. Oui, absolument. Ah bah culture. Vraiment 2 mots, malheureusement, sur le festival. On va y revenir, si tu veux, le festival des petites formes. Avoue que le nom claque. Oui, le nom est on revient aux fondamentaux dans tout ce cinéma, allons parler de spectacle vivant et de théâtre. Donc un festival, le festival des petites formes, qui est annuel et qui cette année aura pas moins de 4 créations. On rentre les vidéos? Oui. On m'a toujours reproché de regarder les gens en face. À cause que je vois à l'intérieur d'eux, tout de suite, ils me détestent.
Parce qu'ils voient que je vois que leur sourire n'est pas un sourire, que leur bonheur n'est pas un bonheur. C'est quoi ce style de vouloir toujours faire comme si ça va bien? Vous n'avez jamais entendu cette masse houleuse de pauvreté par son cri le plus sourd? Ça fait trembler le monde, hein. Depuis quand? Depuis rien, parce que avant, Dieu pesait pas lourd. Mais avec la colère des pauvres, tout pèse lourd, extrêmement lourd. Tout ça parce qu'on a séparé les fils des gens des fils des autres. On a dressé les fils de quelqu'un contre les fils de personne. On a créé les écarts. Les écarts. Le festival, on est bien d'accord, toutes ces créations, toutes ces pièces, il n'y a pas que des créations, c'est pour interroger le monde dans lequel on vit. Il y aura également des lectures. Les lectures, c'est une forme aussi d'expression, où ce sont des pièces qui ne sont pas mises en scène, mais qui sont scénographiées, mais de façon orale, ça c'est vraiment magnifique. Et la deuxième chose de ce festival, qui en est à sa 7e édition, c'est qu'il se déroule pas seulement à Tropicatrium, mais aussi au Saint-Esprit. On regarde encore 2 petites vidéos, on va mettre ça en bouche. Pour qui on fait ça, José? Pour qui? Et on a dit ou fou? Moi, fou ou fou? Ou pas de contrôler le juge là, il dit Wenzel. Juge là, on sacré couillon. On va pas tant qu'à pète qu'à pas l'initier. N'approche pas si près. Pas si près, je te dis. Mais justement, reviens maintenant. Allez, Le Petit Peuple de la Brume, c'est un spectacle pour le jeune public parce que c'est aussi ça l'éducation artistique et culturelle. Ça commence chez les tout petits. Quelle belle émission. Musique, 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 musique. Maestro, Ben écoute, j'ai pas encore vu les premières images. 2 femmes créoles de Tony Chasseur. Voilà. On commence à voir les vidéos J'ai viendront tenu après. à mettre un petit peu en lumière ce travail qui a été proposé par Tony Chasseur et qui a fait l'objet d'une diffusion à Martinique-Point la semaine dernière. Femmes créoles et chansons. Alors, nous avions un catalogue extraordinaire avec notamment Céline Nogdoc, que vous voyez là, qui est une Guadeloupéenne qui vit au Canada et qui a un registre extraordinaire. On entend pas le son. Nous avions eu également Cynthia Abraham, toujours de la Guadeloupe. Nous avons eu également Fabi Medina, toujours de la Guadeloupe. Il y a eu Régine Lapassion de la Guyane, que vous voyez à l'écran, aussi une bonne chanteuse. Elle travaille en général avec son mari, Denis Lapassion. Et puis nous avions eu Jocelyne Béran pour la Martinique. Moi j'ai beaucoup aimé parce que la musique contemporaine, la musique Tricia Evie, toujours Guadeloupe, qui est revenue aussi à Big in Jazz à plusieurs reprises, il y a des démarches aujourd'hui contemporaines, d'une nouvelle créativité antillaise, et qui à mon avis peut parler au monde. Parce que de niveau international. Voilà. Alors, je regrette un petit peu que nous n'ayons pas en Martinique beaucoup de chanteuses. Vous savez que même en Guyane, ils font Ladies of Jazz, donc des femmes guyanaises qui chantent du jazz. Et chez nous, en Martinique, on n'a pas beaucoup de représentants comme ça. Alors, c'est une interrogation, parce que je pense que nous devons nous soucier de la qualité, de la formation, de l'universalité des chanteurs et des chanteuses, et peut-être aussi avoir des écoles de chansons ici, peut-être plus importantes. Mais chaque fois que nous faisons des festivals, nous voyons le nombre d'artistes, notamment qui viennent de la Guadeloupe. On a une qui s'appelle notre fille Abraham, là, qui viendra également. Il s'appelle Kelly Abraham, qui joue au piano et qui chante, qui est merveilleuse. Et Céline Langodoc, par exemple, aussi, vous voyez, elle a chanté Aretha Franklin avec notamment Régine Lapassion. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voilà, donc j'ai tenu à faire un clin d'œil à Tony Chasseur pour ce remarquable travail. D'ailleurs, cette formation sera présente au prochain festival Big in Jazz avec toutes ces chanteuses. Et ce sera l'occasion pour nous de donner encore une fois
Une note. Une note, De nouvelles absolument, ouais. productions. Dominique Bougainville, Thierry Vaton. Voilà. Alors là aussi, j'ai tenu à faire un clin d'œil à de nouvelles productions parce que même si le disque aujourd'hui est fragilisé, il y a quand même des projets. Et les projets se matérialisent souvent par des disques, même si la rentabilité n'est pas assurée. Alors Dominique Bougainville, que beaucoup connaissent, qui a été le batteur de Falfred, qui a travaillé avec Jackie Bernard notamment, et les frères Bernard, et puis qui travaille avec beaucoup de gens. Il est, je crois, à son 3e album. C'est un compositeur aussi émérite. Thierry Vaton, qu'on ne cite plus, Thierry Vaton qui est un potomitan, qui vient de travailler avec la Guyane parce qu'il a géré l'orchestre territorial de la Guyane. Et ils ont fait une prestation extraordinaire avec plus de 40 musiciens, c'est très important. Et Thierry Vaton, il a accompagné beaucoup d'artistes aussi. Et aujourd'hui, il fait son premier album qui s'appelle Creole Jazz. Grégory Privard aussi, qui nous représente dignement au niveau international. Alors j'ai envie de dire que Grégory, c'est l'espace. Ah oui. Grégory, il a une trame, il a un droité, il a une discussion artistique, il a une projection qui nous emmène dans des univers cosmiques, j'ai envie de dire. Ah oui, oui. Et Grégory, il a fait un peu un album tout seul, qui s'appelle Yon d'ailleurs. Il sera aussi à notre prochain festival, et il a fait un piano solo. Voilà, je crois qu'il est intéressant que les téléspectateurs qui nous écoutent soient conscients de ça. Et puis le Begin Jazz Collective, qui je rappelle, remporte de bons succès, et ils sont programmés pour plus de 20 concerts dans des festivals notamment. Ils vont jouer au Festival Jazz à Vienne, ils vont jouer au Festival de Jazz à la Villette. C'est une manière pour nous de porter ce langage créole, ce langage afro-caribéen, ce langage nouveau, quoi, qui est basé sur nos traditions au monde. Et puis un petit clin d'œil à Victor Laszlo et Marie-Josée Ali qui font un concert très prochainement, demain soir, je crois. C'est aussi une démarche qui me paraît intéressante et il faut saluer, quoi. Voilà, cher... tu oublies tourner de Chris Combet. Chris Combet, oui. Chris Combet qui sera ici en Martinique du 1er au 10 avril et qui se produira dans pas mal de petits clubs. Il sera accompagné de 2 potomitans, c'est-à-dire Alex Bernard et Ronald Tull. Et puis il y aura Tijo, son batteur de toujours, son percussionniste. Et Chris aussi, c'est très audacieux, c'est très profond, c'est très militant. Ouais. Hein, et puis c'est très poétique. Et puis c'est des harmonies brésiliennes, c'est des approches harmoniques inventives. Et voilà. Et donc Chris aussi, on essaie de lui donner cette possibilité de parler un petit peu à un peu plus de monde, quoi, parce que ce qu'il fait, à mon avis, est très méritant. Une question personnelle. Comment vont tes cours de piano avec... Est-ce que tu progresses? Parce que faut pas nous perdre de temps, la vie. Hein, tu viens de me donner une prestation. Ce que je peux te répondre, mon professeur m'a dit, Christian, la prochaine fois où tu seras là, je vais t'appeler quand je vais jouer pour que tu puisses jouer un morceau. Voilà. Donc c'est qu'il considère que je devrais être à la hauteur de... Et ton petit groupe qui t'empêche d'être disponible le vendredi après-midi, qui gêne mes affaires dans ce qu'on a à faire ensemble. Mais plutôt quand mes affaires me dévoient, ça. Voilà. Non, j'ai une petite formation musicale. Si je peux me permettre, il y a un gaspillage dans ce pays étonnant. Ce genre d'intervention devrait se retrouver sur les radios de temps en temps. C'est la raison pour laquelle on va en parler. Je vous remercie solennellement, officiellement, avec mon cœur, avec mon âme, avec ma foi, d'avoir tenu jusqu'au bout d'une émission qui était ardue, qu'on a essayé de rendre plaisante. Merci Nadia, merci Christian, merci Eddy. Merci. Alors, un petit coucou à Daniel qui va s'appliquer à regarder. Alors, je ne dis pas où elle est, mais elle est, comme ferait Dieudonné, elle est sur les hauteurs par visioconférence ce matin. Vous le saurez bientôt par la presse. Notre amie Danielle Marceline, Madame le batelier Marceline, qui est collaboratrice de notre émission. Donc je vous ai dit, on m'a demandé de dire au revoir de façon plus... Je l'ai fait, je crois que c'est bon. Hein. Et puis quand même une petite vidéo pour terminer cette émission qui est très sensible.